l'Android dans la détresse. Il est pas mal. Ça marche bien. Celle-ci, qui sont des pièces hybrides, commencer avec Grok et puis améliorer avec le Stable Diffusion. Mais elle m'intéressait bien parce que c'est difficile à obtenir ces imperfections et les aïeux ont tendance à faire des très belles femmes parfaites avec des peaux nickel. Ah oui. Il y avait celle-là aussi qui a bien marché, qui celle-là elle est bien aussi. assez troublante. Alors, ça va être compliqué parce que combien t'as dit 3 c'est vous qui 4. 4. Mais on peut rester juste sur le thème. Tu vas faire des jaloux, hein, tu sais, si tu fais du favori. Enfin, si on reste que sur le thème des androïdes dans la en détresse. Mais c'est super compliqué. Celle-là est bien aussi parce qu'elle a l'air vraiment triste là. Elle est un peu stéréotypée le visage, mais elle a quand même des trucs qui déconnent sur la peau, tu vois. Puis il y a la neige, machin. Enfin, on imagine très bien l'histoire, quoi, l'espèce de créature probablement faite pour des choses dévoables qui se retrouvent abandonnées. Tu peux me dire avec quoi tu l'as fait? Ça, c'est du Stable Diffusion. Stable Diffusion. Ouais. En stand-alone, c'est-à-dire sur ton ordinateur ou en ligne? Ah non, sur mon ordinateur. Ça c'est du. Celles-là sont mixtes. Là, j'ai les premières versions étaient faites sur Grok, sur X, donc sur l'AIE de X, qui est vachement bien, et améliorée dans Stable Diffusion. Mais ça, c'est du pur Stable Diffusion, ça. Elle est bien aussi, ça. J'aime bien un visage. C'est troublant. Mais ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas dans les androïdes, dans la merde. C'est plus les cyber princesses de l'hyperfutur. Numéro 12. Ça, c'est des traditions qui datent du cinéma et de la vidéo. Sauf que je me suis rendu compte que finalement, ça marchait utile. Très bien. Pour synchroniser les trucs. Ouais, parce que Premiere, normalement, il est censé être capable de te faire ça. Mais évidemment, les joies de l'informatique et des algorithmes, le jour où il n'y arrive pas, tu es dans la merde. Ça devient une vraie galère s'il manque l'image ou s'il manque un truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais enfin, tu connais bien le sujet. Ouais. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Je pense que je vérifie juste que je ne suis pas trop éclairé, hein, mais ça va. C'est bien. Eh bien, allons-y. On peut attaquer la suite des questions, donc. Je me suis intéressé au fractal parce que ça permettait de faire des mondes complexes mathématiquement. Et j'ai toujours rêvé de visiter d'autres planètes. Et je suis né trop tôt pour pouvoir voir ça de mes yeux. On n'a pas les moyens d'explorer cet univers qui est gigantesque où tu as des centaines de milliers de planètes. Et c'est vrai que c'est le rêve de pouvoir voir des mondes qui sont inaccessibles. Là maintenant, avec les AI, c'est aussi le rêve de pouvoir voir des futurs possibles, plausibles, et de les mettre en image. Donc ça c'est une direction de mon travail avec les AI, c'est de visualiser des mondes possibles et des mondes qui soient plutôt rassurants aussi. Je trouve qu'il y a un aspect thérapeutique dans la création avec les AI que je trouve intéressant. C'est que il y a tellement de perspectives plutôt sombres sur notre avenir que je trouve ça très intéressant de visualiser des avenirs plus glorieux. Par exemple, des futurs ou des hyper-futurs où le génie génétique, les nanotechnologies
vont faire que tout le monde sera beau, en bonne santé. Donc j'aime bien faire des très belles femmes qui sont parfaites à tous les niveaux, qui sont scientifiquement au top des possibilités humaines, dans des villes qui sont, que j'essaie soient assez belles. Enfin voilà, donc c'est un peu faire des photographies d'un futur optimiste. euh, euh, qui a une fonction thérapeutique euh, par rapport à toute l'anxiété actuelle sur un avenir où il y a tellement de crises potentielles qui pourraient s'annoncer assez sombres. Oui, alors il y avait aussi, enfin, j'ai pas que des avenirs glorieux dans les séries que je fais avec les Aïeux. Il y a aussi une autre série qui est plus cyberpunk, où je mets en scène, et ça c'est plus lié à l'expo qu'on va faire là sur les robots. Donc là c'est plutôt des androïdes qui sont en détresse. Euh, c'est souvent des jolies femmes. Là, on peut imaginer que ces femmes aient été produites artificiellement à des fins sexuelles, mais qu'elles se retrouvent abandonnées et sans boulot à la rue. Donc j'imagine des androïdes l'hiver. Bon, j'espère qu'elles sont insensibles au froid, parce qu'elles sont souvent dans la neige, dans la rue, comme ça. Et donc, c'est une espèce d'hybride. Et là j'essaye de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. J'ai beaucoup de mal, d'ailleurs, avec les Aïeux, de faire des femmes endommagées ou des hybrides endommagés, tellement les billets pour des jeunes et jolies femmes sont forts chez les Aïeux, que c'est un vrai travail, là pour le coup, pour leur donner des défauts ou endommager leur peau. C'était un peu la suite de mon travail avec Bryce, hein. Donc, Bryce était plus pour les paysages, et avec Arithmetic Voyager, déjà j'ai développé des modèles planétaires, c'est-à-dire que là c'était des modèles mathématiques qui faisaient des planètes entières, et petit à petit j'ai aussi développé des modèles algorithmiques qui fabriquaient des cités automatiques. Et donc on peut explorer des planètes possibles comme ça avec Arithmetic Voyager. Maintenant, en images de science-fiction, ce qu'on peut faire avec les Aïeux est tellement, je dirais, abouti que les images générées en 3D paraissent un peu simplistes en fait à côté. Donc je suis dans une sorte de crise métaphysique du coup maintenant, parce que je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer mon travail précédent vu la qualité de ce qu'on arrive à faire avec les Aïeux. Là, j'ai pas vraiment de réponse. J'attends de voir. Les Aïeux ont aussi plein de défauts, donc, mais c'est pas les mêmes défauts. Alors peut-être que la solution, c'est mixer toutes ces technologies. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai eu des résultats très intéressants en partant d'images faites en 3D avec mes softs, en les retraitant par des Aïeux pour les rendre plus convaincantes. Donc peut-être que la solution, c'est une hybridation de toutes ces technologies, quoi. Oui, cette image, je la trouve particulièrement intéressante parce que là, c'est un bon exemple de collaboration entre différentes AI qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le premier jet avait été fait avec Grok, qui est basé sur Flux, qui est l'AI qui est donnée pour les utilisateurs de X, qui était très puissante. Et donc j'avais un premier jet fait avec Grok. Et là j'ai retravaillé l'image avec stable diffusion, avec du in-painting, avec différentes mutations. Et je suis arrivé à quelque chose qui m'a surpris. C'est-à-dire que
j'avais une espèce de... Je suis arrivé à une femme que je trouve très touchante et très étrange en fait, et assez convaincante. Et, euh, et c'est pas si fréquent que ça que l'AIE me propose des visages que je trouve touchants. Et alors, souvent, quand on essaye d'améliorer une image en la remutant, on perd les choses. Ça, c'est une des difficultés. C'est-à-dire que euh, dans le processus, pour améliorer des choses, tu dois faire attention de ne pas perdre des qualités qu'il y avait dès le départ, quoi. Et finalement, c'est beaucoup de travail, en fait. C'est pas du tout ce que les gens pensent par rapport à l'AIE. C'est en fait énormément de travail pour arriver à, ne serait-ce que passer d'une basse résolution à une autre résolution sans perdre beaucoup de choses dans le process ou sans que les textures soient modifiées. C'est souvent très incontrôlable. Et il y a beaucoup d'artisanat encore dans le domaine. Si on veut avoir un résultat qu'on souhaite en fait. Personnellement, je trouve ça assez agaçant que les aïeux soient entraînés aussi avec des images de l'histoire de l'art et d'illustrateurs. Je pense que les aïeux devraient être uniquement entraînés avec de la photographie de la réalité. Personnellement, je ne m'intéresse pas du tout à imiter telle ou telle forme d'art avec les aïeux. J'ai fait les arts déco, j'ai une formation, j'ai fait de la peinture. Si je veux faire de la peinture, je fais moi-même de la peinture. Je ne veux pas utiliser des aïeux pour faire des choses qui ressemblent à des peintures. Pour moi, c'est absurde. Je m'intéresse à l'aïe parce que c'est comme de la photographie. Pour moi, c'est de la photographie de quelque chose qui n'existe pas, qui pourrait exister. C'est ça qui m'intéresse. Et toutes les, tous les tags pour imiter tel style, j'utilise jamais ça et je suis absolument contre. Bon, par contre, c'est bien évident que pour l'illustration, ils vont remplacer plein de boulot. Les aïeux vont remplacer. Les aïeux sont capables de faire des illustrations très kitsch, qui marchent très bien, très facilement. C'est un problème social, effectivement, pour tous les gens qui faisaient de l'illustration. Ça. Je ne pense pas que ce soit un problème pour les vrais artistes, parce qu'ils ont un travail qui est au-delà, qui est plus une réflexion sur le sens des choses, et ils inventent d'autres esthétiques, découvrent d'autres... c'est une question de sens ou de préoccupation qui n'ont rien à voir avec le fait de faire une belle image. Internet maintenant est plein de très belles images, très kitsch, faites avec des aïeux. Ça devient presque agaçant. C'est-à-dire que tous ces milliards d'images bateaux, stéréotypées, kitsch, qui envahissent maintenant les réseaux, c'est un problème quand même. Hein. Je trouve que les gens qui fabriquent les aïeux devraient éviter justement que ce type d'image soit aussi facile à faire, quoi. Parce que n'importe quel gamin qui a fait aucune étude d'art va être très content de produire ces jolies images, et maintenant on en a des milliards, quoi. Enfin, c'est absurde. Bon, calmer. Donc ça m'amène à parler de ma préoccupation artistique. Moi, j'ai fait beaucoup d'art algorithmique, beaucoup de paysages, beaucoup de choses abstraites, mathématiques. Et j'avais un petit peu travaillé sur le thème du portrait en photo. Et avec les aïeux, ça me permettait vraiment de travailler à fond le thème du portrait. Mais du coup, des portraits dans des civilisations futures ou dans des situations utopiques. En fait, j'utilise l'AI pour essayer de faire des reportages photos sur des réels possibles. Mais je veux que mes images soient absolument objectives. Je veux pas que ce soit des belles images. Je veux que ce soit comme des photographies d'une réalité possible. Donc le fait d'avoir des outils qui permettent de visualiser
des concepts et des idées de façon réaliste est extrêmement intéressant. Et j'attends encore une fois que ces systèmes soient moins biaisés et plus intelligents et soient capables d'extrapoler pour réellement proposer des images le plus plausibles et le plus riches et intéressantes possible. Et le réel a toujours raison, le réel est toujours le plus intéressant qui soit. Il y a toujours un bordel dans le réel qui est magnifique. Je vois souvent, je vois des tonnes de jeunes femmes japonaises faites avec les aïeux, mais je suis aussi des vrais photographes japonais qui font des photos de femmes réelles japonaises. Et il y a toujours une très grande différence, c'est-à-dire que pour l'instant, les aïeux sont incapables d'arriver à l'émotion et à la bizarrerie, parce que le réel est très bizarre en fait. Et pour l'instant, les aïeux sont encore beaucoup trop illustratives, hein. Elles sont un peu biaisées vers l'illustration et vers des choses. Alors, ça va venir très vite. Ça fait des progrès considérables très vite, donc je ne suis pas inquiet. J'ai élaboré des techniques qui me permettent de faire à peu près ce que je veux avec les aïeux en utilisant différents modèles, en faisant du compositing, en remutant, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc moi je suis quand même très content parce que j'arrive à faire des représentations visuelles d'idées qui sont convaincantes. Mais moi je souhaite que ça soit indistinguable d'une photographie. J'ai fait les arts déco dans les années 80, où j'ai fini les arts déco en me spécialisant dans l'atelier d'image informatique qui était chapeauté par Pierre Hénon. Et ça m'a passionné. Et j'avais fait beaucoup d'histoire de l'art avant les arts déco, et j'étais convaincu vu qu'il y a eu tellement de développement au XXe siècle, je voyais plus très bien ce qu'on pouvait faire d'intéressant et de nouveau dans les arts traditionnels. Et donc j'ai très vite pensé que les technologies allaient ouvrir des nouvelles portes dans les domaines artistiques. Et donc j'ai très vite décidé de me consacrer à la recherche et au développement dans les technologies à des fins artistiques, musicales, images. Et donc j'ai commencé à faire des images de synthèse aux arts déco, avec des fractales, qui étaient un outil émergent mathématique assez puissant qui permettait de créer de la complexité avec des algorithmes assez simples. Donc j'ai fait partie en fait des pionniers qui ont fait des images fractales à l'époque. Et j'avais fait ça un peu pour m'amuser et par intérêt théorique. Et j'ai eu la chance, après avoir fait des outils de dessin qui ont eu un succès uniquement français, j'ai eu la chance de rencontrer Kai Krause qui a édité ce qui est devenu Bryce, donc un logiciel pour faire des paysages basés sur les fractales, qui est devenu un best-seller mondial, qui m'a permis de décoller ma carrière d'auteur de logiciels au niveau mondial. Après Bryce, j'ai fait Metasynth, qui est un outil de sound design et de synthèse à partir de l'image. Donc on peut dessiner des harmoniques. Enfin, c'est une sorte d'inverse spectrographie, c'est-à-dire qu'en fait on représente une image représente les harmoniques et en fonction du temps. Le temps est en X et les harmoniques sont en Y. Et on peut intégrer des milliers de pistes, donc des milliers d'harmoniques qu'on contrôle par une image. Donc c'est un outil très puissant qui est toujours d'actualité, qui est toujours utilisé par beaucoup de compositeurs, notamment à Hollywood.
et qui est aussi un support de cours dans les universités américaines. Donc Braille et Metasynth sont vraiment mes deux créations qui ont eu un succès important et mondial. Donc sur la question suivante, on me demandait si je me définissais comme un artiste. Je pense qu'en fait, j'en sais rien. Moi, je me sens plutôt comme un chercheur et un explorateur de technologie. Mais peut-être que c'est la même chose. Peut-être que les artistes s'intéressent à des nouvelles techniques. En fait, je fais semblant de ne pas le savoir, mais bien sûr que je le sais. On peut citer Léonard de Vinci, on peut toutes les nouveautés scientifiques qui ont eu une influence extrêmement importante sur l'histoire de l'art. Donc en fait, l'art et la technologie sont liés, l'art et la science sont liés. Il n'y a pas vraiment de raison de faire la différence. Donc je suis un ingénieur artiste et surtout je suis un chercheur. C'est-à-dire que je recherche qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça marche et comment on peut faire que ça marche mieux. Donc j'ai fait les arts déco. J'ai fait du graphisme, de la communication, de la sculpture. Les arts déco sont une école fascinante parce que on t'initie un peu à tout. Donc j'ai fait de la sculpture, de la sérigraphie, de la photo, de la vidéo. Donc ça ouvre l'esprit sur plein de techniques. Et au niveau théorique, il y a aussi beaucoup de cours de sociologie, de sciences humaines, l'histoire de l'art, enfin, c'est une école qui n'est pas uniquement technique, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup sur pourquoi on fait les choses et quel sens ça a. Je me suis régalé dans mes années d'études. J'étais plutôt bon en maths à l'école, mais je m'étais amusé après le bac à suivre des cours de fac en cours privé avec un pote. Et là, j'ai vraiment compris des trucs avec cet ami au niveau des maths. Et c'est de façon pratique, en fait, que j'ai repris la géométrie, le calcul vectoriel, tout ça. Évidemment, pour la 3D, on a besoin d'être assez bon dans le calcul matriciel, géométrie. Tout ça sont des choses assez simples, en fait. Si on est motivé, moi j'ai refait des maths après coup, parce que j'étais motivé, parce que les maths, ça marche. C'est-à-dire que si tu as les bonnes équations et que tu les programmes, et ben c'est monstrueusement efficace. Maintenant, c'est un peu plus compliqué l'art de la programmation parce que tu peux avoir un modèle mathématique qui est peu calculable ou qui est très lent. Donc, c'est souvent trouver des astuces qui te font un résultat similaire avec moins de calcul. Donc là, il y a une bonne partie de bricolage et d'ingéniosité. Et je me suis toujours senti assez à l'aise à trouver des astuces ou à inventer des techniques. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est parce que je suis créatif de manière générale. J'étais entraîné à être créatif aux arts déco. Et cette créativité peut s'appliquer à tous les domaines, notamment à trouver des bricolages algorithmiques pour résoudre des problèmes. J'ai eu beaucoup de combats personnels avec Pierre Hénon qui dirigeait A2I ANSAT parce que je voulais programmer alors que la plupart des autres étudiants utilisaient des softs existants. Mais à l'époque, les softs n'étaient pas très intéressants et moi j'ai beaucoup insisté pour programmer moi-même les images que je créais, que c'était pas juste des outils que j'utilisais, mais que les images soient le résultat d'un algorithme. Et non m'aider, tout en me disant que je perdais mon temps. Mais il me donnait quand même des tuyaux. Donc il m'a donné des tuyaux sur des modèles d'éclairage, sur des équations, et surtout il m'a laissé l'accès à ces machines. Donc souvent les nuits, je pouvais calculer des images. Et c'était assez miraculeux. Donc j'avais les ordinateurs. Il y avait une Tektronix 4115B qui était un raster couleur qui était à l'époque une énorme machine qui coûtait cher.
Et je faisais tourner la nuit et j'étais impatient de revenir à l'école le lendemain pour voir le résultat du calcul. Et ça prenait des fois 6 à 8 heures pour calculer une image. Là, c'était des images fractales, soit des fractales genre Mandelbrot deux-dimensionnels, ou des paysages, ou mes premières montagnes fractales. Donc mes premiers paysages ont été faits la nuit sur les ordinateurs des Arts Déco, avec l'autorisation un peu ambiguë de Hainaut. Avant que, enfin bon, l'histoire de Bryce c'est compliqué, mais l'éditeur de Bryce, c'était HSC Software au début, qui est devenu Métacréation. Et c'était Kai Krause qui était un peu le créatif et le visionnaire de la société. Le patron était juste un businessman. Et ils avaient racheté Poser. Donc à un moment, ils avaient vraiment une collection de très très grands softs, très utiles. Et Bryce marchait très très bien. Et après, les investisseurs, bon après il y a une espèce de bordel dans le capitalisme américain où tout d'un coup les décisions sont prises par des investisseurs new-yorkais qui ne connaissent rien au logiciel et qui veulent juste faire de l'argent facile, et ils ont changé des stratégies, ils ont changé des priorités, ils sont occupés d'un truc qui n'avait pas grand intérêt, qui était une espèce de lubie au moment où il y avait une bulle Internet. Et quand la bulle Internet s'est écroulée, Métacréation a fait faillite, ils ont revendu les softs. Donc je crois que c'est Coral qui avait récupéré Bryce à l'époque. Et Kai avait déjà quitté Métacréation, donc il n'y avait plus vraiment de direction stratégique, quoi. Et ça s'est un peu écroulé de façon triste parce que c'était une super boîte, très intéressante, très créative. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit que il valait mieux que je sois indépendant de tout ça. Je voulais pas être de nouveau victime de espèce de bordel du capitalisme américain où les choses s'écroulent de façon un peu irrationnelle. Bon, alors, je suis parti aux États-Unis après les deux premières versions de Bryce, parce que tous mes revenus venaient des royalties américaines. Et je commençais à perdre un peu le contrôle sur Bryce, qui était devenu un truc énorme. Du coup, je voulais monter ma propre boîte d'édition aux États-Unis. Donc, je suis parti aux États-Unis pour monter UNI Software, qui est toujours vivante et qui est mon éditeur, en fait, qui est la boîte qui édite mes softs. Et donc, ça, c'était en 87, pardon. Et on a sorti Metasynth avec UNI Software en 97, donc. Et je suis parti de San Francisco en 2003, après 6 ans de vie dans la Silicon Valley. Bon, je ne sais pas s'il faut du Eric Wenger, mais c'est évident que quand tu proposes des procédures ou des techniques qui te génèrent, enfin c'est de l'art génératif en fait, quand tu proposes des algorithmes qui te génèrent des images, tu peux en faire une infinité. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, Bryce, il y avait des centaines de milliers de sites qui montraient des images Bryce. Il y avait plusieurs millions d'utilisateurs qui faisaient sans doute des dizaines d'images. Il y a eu plus de paysages faits sur Bryce que dans toute l'histoire de l'art. Donc c'est vrai que c'est assez ahurissant quand tu y réfléchis. C'est la quantité d'images produites. D'ailleurs, c'est un aspect qui m'intéresse aussi avec les AI, c'est que toutes ces techniques permettent de créer beaucoup d'images et des séries d'images. Et je trouve que là, il y a une spécificité qui est vraiment intéressante.
parce qu'on ne pourrait pas faire ça avec d'autres moyens, on ne pourrait pas le faire à la main. Ce qui m'intéresse dans les arts numériques, c'est de trouver qu'est-ce qui est spécifique et vraiment intéressant qu'on peut faire avec ces outils qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et aussi, il y a une beauté métaphysique dans le fait qu'une image soit générée de façon algorithmique. Et là, je ne parle pas des AI, parce que là, c'est autre chose, mais dans Braille ou les logiciels que j'ai fait après, comme Arithmetic Voyageur, on est dans la création purement procédurale, où l'image est le fruit de procédures mathématiques qui sont comme une sorte de légitimité intéressante. C'est-à-dire que le simple fait qu'il y a un modèle mathématique derrière donne une sorte de justesse à l'image. Il n'y a pas de hasard en fait. Et je trouve ça assez beau métaphysiquement. C'est-à-dire que bon, en fait, c'est une vieille idée. Hein. On revient au monde des idées pures de Platon. Je suis pas platonicien du tout, mais c'est un peu l'idée que il y a une sorte de perfection mathématique et que quand une image est générée par des modèles mathématiques. Alors, je dis une image, ça peut être des textures très complexes, hein, ça peut être des paysages très complexes, mais le simple fait qu'elle soit générée par quelque chose d'objectif et de mathématiques et donc de reproductible est quelque chose que je trouve vachement intéressant. Parce que ça donne une totale objectivité à l'image. Là, c'est plus une considération liée à la subjectivité, à l'humain, etc. Là, on est dans un truc hors humain, hein, ou non humain. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir faire des images où il n'y a plus d'humain, on est juste le choisisseur. On va choisir l'algorithme, mais on n'intervient plus du tout dans la création de l'image. Et l'image, elle est mathématiquement produite. Donc, elle est parfaite. Si, alors on va utiliser des algorithmes qui donnent des choses qui sont visuellement convaincantes et plutôt chouettes. Enfin bon, chouette. Oui, bien sûr. Après, avec des maths, on peut faire n'importe quoi. Donc oui. Mais le simple fait qu'il y ait un algorithme derrière l'image, c'est quelque chose que je trouve extrêmement rassurant. C'est curieux, mais je trouve ça très. Donc, enfin, ça a été un reproche d'ailleurs qu'on a souvent fait à ces images qu'elles n'étaient pas humaines ou elles étaient froides, etc. Mais moi, je trouve que c'était une qualité, justement. Je trouve ça très intéressant qu'elles soient absolument objectives et froides. Oui, donc pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, c'est assez logique que je m'intéresse aux AI parce que c'est des nouvelles technologies, c'est numérique, donc je pouvais pas ne pas m'intéresser à fond à la question. Alors, par contre, c'est très différent de ce que j'ai fait avant parce que là, du coup, on n'est pas du tout dans du procédural ou de l'art génératif au sens où on fabrique un modèle mathématique qui va. On est plus dans, je dirais, une sorte de documentalisation et d'esclavagisation de la création. Alors, je m'explique. En fait, l'AI a été entraînée avec des millions d'images. Et on peut voir l'AI comme une sorte d'outil de recherche et de document. En fait, l'AI, c'est une sorte d'assistant documentaliste. On lui pose un problème, on lui donne un prompt et elle va te sortir des images en fonction de ce prompt qui sont dérivées du réel. Donc c'est très différent. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une approche mathématique, mais on est dans une approche documentaliste et statistique de la réalité. Le fait d'avoir un outil qui permet de te visualiser n'importe quelle idée en fonction d'un petit texte est effectivement très pratique et très amusant parce que il y a une dimension ludique à poser des questions à l'AI, voir ce qu'elle te répond.
Mais ça, c'est un peu du gadget. Ça devient vraiment intéressant quand on utilise cet outil pour des projets, comment dire, des projets un peu bien définis, et on l'utilise un peu comme une ressource documentaire. J'ai besoin d'un fond de vaisseaux spatiaux, j'ai besoin d'un portrait d'une femme, j'ai besoin de ceci, et on va pouvoir générer tous ces éléments et les assembler et faire éventuellement du compositing, parce que un des problèmes avec l'AI, c'est qu'elle a tendance à sortir des images très stéréotypées et des fois, on a du mal à contrôler ce qu'elle va nous sortir. Donc, si on veut vraiment quelque chose de précis, et c'est mon cas, quand j'ai des projets avec l'AI, j'ai un but précis. Et en général, j'arrive pas du premier coup. Donc, souvent, je suis obligé d'utiliser différents modèles, de faire le fond séparément, parce que si je veux avoir un bon fond, les spécifications du personnage vont influer le fond, parce que l'AI est en pleine confusion, donc un peu comme moi en ce moment. Mais bon, ah, sorry. Zut, bon, j'ai perdu le fil. Quand on veut vraiment contrôler les résultats, on va rentrer dans une sorte de collaboration avec l'AI qui est, somme toute, assez proche d'un travail de photomontage. C'est-à-dire qu'on va lui demander de créer différents éléments. Pour l'instant, elles ne sont pas capables de créer quelque chose que je trouve satisfaisant du premier coup, où il y a trop de biais en général. Donc pour contourner ces biais, et ça c'est mon expérience particulière et la façon de travailler à laquelle je suis arrivé après un an d'exploration, c'est de faire les choses par morceaux et d'affiner la qualité de chaque morceau, de faire du compositing. Et c'est un peu finalement comme du photomontage, c'est-à-dire que on est on fait des morceaux de photographie et on les recompose et on remute, on réutilise l'AI pour réinterpréter le photomontage. Ce qui est très intéressant, c'est que l'AI va corriger tous les défauts. Donc on peut faire un photomontage assez corse, enfin assez brouillon, si je veux dire, avec des défauts. Et si on repasse ce photomontage dans une nouvelle génération par image to image, l'AI va réinterpréter les choses et va corriger tous les défauts. Donc je vois un peu le travail avec les AI comme un travail de documentaliste et de photomontage qui est extrêmement puissant, qui permet finalement de visualiser n'importe quelle idée de façon assez convaincante. Et tout à l'heure, je parlerai de mon approche artistique par rapport à l'AI, mais là, je parle plus de questions techniques. L'AI a beaucoup de défauts. Ces défauts sont des erreurs d'anatomie qui sont bien connues, mais les plus insidieux défauts sont des biais assez puissants, hein, des biais sur... si tu lui demandes par exemple, Flux, tu lui demandes de faire une femme, il va forcément te faire une jolie jeune femme. C'est très difficile d'avoir une femme mûre, par exemple, avec les AI. Il y a des biais raciaux, il y a des biais aussi sur l'esthétique. Moi, je veux faire des images qui sont relativement documentaires. Je veux des images très réalistes. Je veux pas de belles images. L'AI est souvent entraîné pour faire des belles images qui sont souvent kitsch. Et j'aime pas beaucoup Midjourney, par exemple, parce qu'il fait des belles images. Moi, je veux des images qui soient comme des vraies photographies d'un monde possible. Donc, je souhaite que l'AI soit de plus en plus objective et de plus en plus réaliste.
Donc, pour l'instant, beaucoup du travail avec les AI consiste à réparer les défauts et à contourner les défauts des AI. Le fait qu'elles aient beaucoup de défauts contribue au fait qu'elles soient addictives. C'est qu'en fait, c'est un peu comme des tirages. On essaye, ah mais c'est raté, ah mais c'est raté, c'est raté. Donc on a envie de continuer et d'en faire. Et effectivement, plus on en fait, plus on a du chance à un moment donné de tomber sur exactement ce qu'on espérait. Mais c'est assez peu fréquent. Donc il faut développer des techniques pour faire ce qu'on veut vraiment, et ça passe par donc du compositing, mélanger les modèles, remuter, utiliser le in-painting pour affiner des détails. Donc finalement, ça reste un travail assez sophistiqué, assez lent, si on veut vraiment contrôler le résultat. C'est pour ça que je pense qu'il y a une dimension artisanale en fait dans le travail avec les AI. Les gens pensent que c'est juste faire un prompt et tu as une image. Mais si tu veux vraiment faire un travail contrôlé et peut-être artistique, du coup, je pense que ça reste beaucoup de travail en fait. Un aspect sur la création avec les AI plus théorique, c'est que ça me rappelle beaucoup les algorithmes génétiques. L'algorithme génétique, en fait, c'est la combinaison d'une sélection naturelle ou artificielle avec des mutations. C'est très puissant. C'est des outils qui permettent de faire émerger des formes complexes sans que personne les design à un moment donné. Et c'est en fait le fondement darwinien de l'évolution. Donc c'est une sorte d'algorithme qui vient d'une imitation de phénomènes naturels. Et le travail avec les AI est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier jet qu'on va faire muter, on va choisir les meilleures mutations, on va le remuter, et on va prendre des détails et les re-améliorer. Donc on est en fait dans une approche générique qui est exactement ce qu'on appelle un algorithme génétique, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'évolution vivante d'une image, avec un principe qui est calqué sur un principe d'évolution, donc sélection, mutation. Cela étant, on voit bien que ce principe qui est très puissant a quand même des défauts. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des vallées, c'est un peu comme des attracteurs, c'est-à-dire que tu peux avoir une solution où tu vas converger dans le cycle d'une mutation qui n'est pas la meilleure solution. Et c'est là où les biais qui existent dans les AI sont embêtants, parce que souvent l'AI va converger exactement dans le même type d'image ou le même type de forme, et c'est pas du tout ce que tu veux. Et pour l'instant, ces modèles ne sont pas capables d'extrapoler, c'est-à-dire qu'elles vont en fait te reproduire quelque chose de statistiquement plausible par rapport à leur base de connaissances, mais elles vont pas pouvoir muter vers d'autres régions. Donc c'est quand même une sorte de limite aux algorithmes génétiques. C'est que dans les mutations, elles sont quand même contraintes à un certain type de possibilités, et elles ne peuvent pas extrapoler des possibilités différentes. Et pour l'instant, ces systèmes ne sont pas capables d'apprendre, donc ils n'ont pas de connaissances réelles en anatomie, en biologie, etc. Donc en réalité, ce sont des systèmes bêtes. Ils n'ont aucune intelligence, et ils ne peuvent pas inventer des nouvelles formes. Donc je dirais au bout du compte que ça devient... c'est ça ce que je disais tout à l'heure, ce sont des documentalistes, c'est-à-dire qu'ils vont très vite te donner une représentation de quelque chose qui est connu. Et c'est très pratique parce que ça t'évite de passer des heures à rechercher des images.
Donc voilà, j'attends l'émergence d'AI réellement intelligentes qui vont être capables d'extrapoler.